Bienvenue à toutes et à tous. Et donc, on en est déjà arrivé à la deuxième conférence inspirationnelle. Vous avez compris, c'est un peu un nouveau format qu'on propose sur Supply Chain Event. On a vu ce qui se passait un petit peu dans le secteur de la défense. Et là, on va aborder les problématiques de supply chain et surtout d'importance stratégique de la supply chain dans le domaine aéronautique. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un domaine qu'on connaît un peu plus parce qu'on parle de ramp-up depuis plus longtemps. Mais à la fois, je pense qu'avec justement les problématiques de pénurie de composants, un certain nombre de choses ont mis vraiment en lumière aussi les aspects d'excellence opérationnelle, l'importance d'avoir une collaboration de bout en bout sur toute la chaîne pour arriver à avoir un service client parfait, à atteindre les objectifs. Et donc, pour parler de ce sujet, on a la chance d'avoir Thierry Quillet, qui est délégué général adjoint du GIFAS. Bonjour. Donc, le groupement des industriels, des industriels de l'aéronautique. Alors, le F, c'est quoi des Français? Et du spatial. Non, Français de l'aéronautique et du spatial. Malheureusement, on n'a pas, et c'est pas de sa faute, on n'a pas pu avoir Christian Corny ici, donc le président de Mecachrome, qui nous joindre aujourd'hui, et c'est de ma faute, mais à culpa. Et puis on a François Durieux, donc qui est, pour ceux qui étaient là ce matin le connaissent déjà, donc qui est associé du cabinet de conseil Argon & Co, et qui connaît à la fois les sujets de défense et les sujets aéronautiques sur les problématiques supply chain. Donc je vous propose déjà de commencer avec Thierry, savoir un petit peu quelles sont aujourd'hui les approches un peu collectives pour tendre vers l'excellence opérationnelle dans ce secteur de l'aéronautique. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, avant d'expliquer pourquoi on a mis en place un certain nombre de processus et d'initiatives pour accompagner la supply chain, effectivement, je vais détailler un peu plus le contexte que vous avez expliqué, savoir que depuis 3 ans, dans l'aéronautique, nous sommes en situation de courir derrière le vélo. Ça n'est jamais la situation la plus facile. Alors, pourquoi on court derrière le vélo? D'abord parce qu'on a la chance d'être dans une filière qui est confrontée à une demande extrêmement soutenue. Avec le nucléaire, je crois que ce sont les 2 filières industrielles qui sont les plus dynamiques en termes de potentiel de croissance. Alors d'abord parce que Airbus est en situation de prendre des commandes en continu sur l'ensemble des programmes dits Néo, qui sont des programmes avec des motorisations plus frugales, donc qui permettent de faire des économies de carburant. Et au-delà du fait que le trafic aérien est fort heureusement reparti après la Covid et puis l'Ukraine, etc., etc. Donc nous avons effectivement une station de croissance de la demande, de renouvellement de flotte, avec les A320 21 Neo, A330 Neo. Donc Airbus croule sous les commandes. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les carnets de commandes, tant pour Airbus, mais aussi pour Dassault, aussi pour d'autres plus petits, comme ATR par exemple, sont sur des horizons égaux ou supérieurs à 10 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de filières industrielles effectivement, qui ont des horizons de demande à 10 ans. Alors quand on raisonne supply chain et demande, c'est le contexte parfait. Donc on a une demande solide. Mais depuis 3 ans, c'est la supply chain qui limite la croissance faute de capacité. Alors, ça a été d'abord faute de capacité parce que en sortie de Covid, nous devions recruter de façon massive et donc il y avait beaucoup de concurrence dans le recrutement. On a été confronté aussi à des problèmes de financement pour un certain nombre d'entreprises qui avaient besoin de financer de l'anticipation de matières premières, d'approvisionnement de composants, de recrutement, d'investissement, etc. Et donc là, notre système bancaire avait été un petit peu mis en difficulté en France. Donc nous sommes au niveau du FAS pas mal intervenus pour stimuler ou restimuler.
Et ce que l'on constate, alors je dirais ce que l'on constatait, puisqu'on est arrivé en phase plateau depuis la crise Covid, c'est une décroissance continue des éléments d'indicateurs de performance en on-time delivery, où on n'était pas en moyenne aux environs des objectifs qu'on aimerait tous voir, savoir 90-95% d'OTD. On était plutôt entre 85 et 90 et on a perdu quasiment 10 points d'OTD depuis fin 2020 et de façon continue. Et ça a généré des conséquences particulièrement difficiles. Alors, première conséquence, c'est qu'effectivement, on a des composants, des équipements qui étaient livrés en retard. On a des profondeurs de retard qui étaient quelquefois extrêmement critiques. On a également des situations où, pour certains intégrateurs, on a des manquants critiques qui obligent à mettre des équipements ou des aéronefs sur le côté avec des manquants, donc de façon à les terminer en second temps. Et ça a créé une inflation d'un indicateur supplémentaire qui, chez Dassault, s'appelle les travaux, le TRAE, travaux restants à effectuer, chez Airbus, de l'outstanding work. Donc, tout ça, c'est un fonctionnement, et ce sont des dysfonctionnements de type supply chain, où ils font compenser des manquants par des actions spot, crise, du fonctionnement en mode pompier, ce qu'on n'aime pas dans une supply chain où on aime bien voir lisser l'ensemble des activités. Et même, il y a un fabricant d'aéronefs qui est à terre qui a dû mettre un bâtiment en place pour stocker les avions sur lesquels il pouvait manquer un moteur, des éléments de câblage, de piping, etc. Et tous les soirs, entre minuit et 6 heures du matin, ils font un déplacement des avions au sol pour optimiser les interventions, pour mettre les composants manquants ou les équipements manquants. Donc, vous voyez, c'est un système où quasiment on a dû industrialiser le traitement des manquants dans une supply chain, ce qui est terrible. Ce qui est terrible parce que ça coûte très cher, ça nécessite énormément de ressources logistiques à recruter en plus, qualité, parce qu'effectivement, quand on sort du fonctionnement standard, il faut apporter des actions de contrôle qualité supplémentaires. Quand on industrialise des modes exceptionnels, ça n'est jamais très sain. Donc là aussi, il faut double sécuriser. Et avec la perspective, ou plutôt en connaissance ce qui s'est passé chez Boeing, bien entendu, on a tendance à doubler les actions de sursécurité ou de surcontrôle de façon à éviter une exposition similaire en termes de risque qualité. Donc ce contexte qu'on a connu de façon graduelle ces 3 dernières années, a conduit le GIFAS et tous les donneurs d'ordre à réfléchir ensemble sur une démarche collective, alors qui s'appelle Aéro Excellence. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la supply chain aéro, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, mais c'est une initiative assez unique et c'est la première fois où un système d'évaluation d'excellence opérationnelle est conçu, élaboré, validé au travers de pilotes par un groupement donc, qui est le GIFAS en l'occurrence, et tous les donneurs d'ordre. Là, en l'occurrence, on a d'abord Airbus, puis Safran, Dassault, Thales, MBDA, Liebherr, donc des équipementiers d'AR aussi, en fabricant d'aéronefs, qui se sont associés pour soit concevoir, soit évaluer, soit valider la démarche avec des pilotes. Donc on a travaillé pendant 2 ans et demi avec plusieurs dizaines de spécialistes en logistique, planning, etc., pour mettre en place un référentiel d'évaluation qui est commun à la filière maintenant. Et ça, c'est unique, ça n'existe dans aucune autre filière. Alors qui a pour objectif d'accompagner et monter en maturité l'ensemble des fournisseurs de la supply chain, PME, TI et voire des plus gros équipementiers, pour avoir des approches communes en termes de montée en maturité sur 3 axes, la cybersécurité, la performance opérationnelle, alors en s'appuyant énormément sur l'ensemble des démarches de type SNOP, plan industriel et commercial, et l'ensemble des boîtes, des outils qualité de la PQP en développement produit jusqu'à l'ensemble des outils qualité, y compris du HackerQC, qui est de plus en plus utilisé maintenant dans la filière aéro.
Et le troisième pilier, troisième axe, qui est sur l'environnement et la conformité aux exigences CRDS. Donc, ce système d'évaluation existe maintenant, après avoir été en gestation, en validation pendant 3 ans. Il est en cours de déploiement dans l'ensemble de la supply chain française. Donc, nous travaillons avec, pour l'accompagnement opérationnel, alors il y a 2 aspects. Soit on est une PME et on veut s'engager dans la démarche, et là, il y a un organisme qui s'appelle SPACE, en Occitanie, qui accompagne, qui fait l'évaluation. C'est une évaluation qui est financée par le GIFAS. Et ensuite, elle peut accompagner la montée en maturité, donc là, sur une feuille de route, et là, c'est de la responsabilité de la PME concernée. Soit on est une ETI ou une grosse PME ou un gros équipementier, et là, il y a un sponsoring d'un donneur d'ordre qui conduit à rentrer dans la démarche. Donc, on a ensuite une particularité, c'est qu'il y a 70 assesseurs, donc évaluateurs, dans la filière, qui sont des spécialistes supply chain issus donc des donneurs d'ordre. Donc, il y en a essentiellement chez Airbus, Safran, Dassault, Thales. Il y en a aussi un petit peu chez Daher et Liebherr, et quelques autres équipementiers. Et la particularité, c'est que lorsqu'une évaluation est faite par un groupe d'assesseurs, elle est reconnue par tous les équipementiers, tous les donneurs d'ordre de la filière. Donc, ça conduit à une logique de simplification, puisque avant, il y avait notamment chez Airbus un référentiel d'évaluation qui s'appelait IPCA. Donc, les acteurs de l'aéronautique connaissent. Donc, Airbus a accepté de mettre à la poubelle son IPCA. Safran avait un référentiel qui s'appelait One Safran. Même chose, ils ont accepté de mettre à la poubelle et de remplacer leur propre référentiel d'évaluation d'excellence opérationnelle par le référentiel Aéro-Excellence qui a été bâti avec le GIFAS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qui permet d'avoir une simplification, puisque derrière, il y a une reconnaissance par tous les acteurs. Ça permet également du coup une diminution des coûts, une diminution du temps passé à être visité, évalué, etc. Ça permet de s'appuyer sur des outils. On a une plateforme, une plateforme de collecte d'informations qui est opérée par un partenaire qui s'appelle Boost Aerospace, qui, pour la filière, développe tous les outils d'intégration de la demande, de cascading de l'information de données de prévision, avec la comparaison au part number des plans d'approvisionnement N-1, enfin de précédent versus le dernier. Et ça permet également de faire de la collaboration sur les données de façon à s'assurer que lorsqu'on calcule les OTD, on parle tous d'une même due date. Donc, tous ces processus sont assurés par les outils de Boost Aerospace qui sont déployés et incités par le GIFAS et les donneurs d'ordre dans l'ensemble de la filière. Donc, cette initiative, Boost Aerospace, qui développe, alors qu'il y a quelques outils, effectivement, mon voisin de droite connaît Air Supply, qu'on a développé des outils plus compatibles des PME, qui s'appelle AirConnect. Donc, c'est un connecteur. Alors, c'est une sorte, on va dire, une sorte d'EDI plus sophistiquée qui permet lui aussi de se plugger sur tout type de RP, de faire du multi-site RP et également de cascader les plans d'approvisionnement, de comparer les gaps entre les différents plans et donc de le déployer dans sa supply chain. Et il y a eu également un outil dans le cadre de France 2030 qui a été développé qui s'appelle Easy Starter, qui est une version un peu allégée de Air Supply. Et cet outil permet aussi de faire la collaboration des données. Voilà. Donc, alors je ne sais pas s'ils sont sur le salon aujourd'hui, parce qu'on a tendance à être un petit peu en club fermé dans l'aéronautique. Mais on incite, j'étais à Toulouse fin de semaine dernière, pour justement inciter aussi à tous les acteurs de l'aéronautique, PME, ETI, à s'embarquer dans cette démarche-là, sachant que sur la première brique, donc il y a un processus qui s'appelle AirCyber. Et là, cette démarche-là, donc, qui a été construite avec l'ANSI, et elle permet d'avoir une grille d'analyse et de diagnostic pour évaluer sa robustesse en termes de cybersécurité. Et dans chaque cas, on a une évaluation avec un grade
bronze, argent, or, qui permet effectivement d'avoir un mapping de ceux qui sont les top class players. Donc c'est vrai pour AirCyber, c'est vrai pour Aero Excellence. Et pour la partie CSRD, on travaille beaucoup avec EcoVadis, où là, il y a donc dans la supply chain Airbus une incitation à utiliser ce référentiel d'évaluation en termes de CSRD. Que dire de plus? On a alors dans la filière, on est à peu près 800 entreprises. On a 500 adhérents GIFAS. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises, de sites qui sont en cours d'évaluation Aero Excellence, donc, alors que ça n'a démarré qu'au mois de janvier. Pour la partie AirCyber, on en a pas loin de 300, on doit être à 260 et on a plus de 110 entreprises qui sont au niveau bronze aujourd'hui. Donc c'est une dynamique qui s'est enclenchée, qui est extrêmement stimulée par la filière, le GIFAS, les donneurs d'ordre, typiquement sur le niveau bronze AirCyber. Donc pour se protéger en termes d'attaque, Safran va imposer à partir de 2025 un niveau bronze minimum à tous les acteurs qui sont dans le panel, tous les fournisseurs du panel. Et ça, c'est quelque chose qui va se déployer également chez les autres donneurs d'ordre, très clairement dans les semaines ou mois qui viennent pour Dassault, pour Airbus. Donc si on veut être acteur dans la filière, il faut avoir en tête ce genre de choses pour pouvoir prétendre à ce niveau minimum de performance. Alors, il y a aussi une logique globale. Certains d'entre vous ont peut-être aussi entendu parler des nouveaux programmes single aisle, donc monocouloir d'Airbus, donc pour faire face aux exigences de décarbonation horizon 2050. Donc on a une feuille de route avec l'utilisation de SAF, avec plus d'allègement, plus d'optique embarquée, des moteurs de nouvelle génération qui sont en open fan, et puis un programme porteur qui s'appelle SMR, donc pour les monocouloirs, qui sera avec des premiers protos donc, qui volent en 2035. Clairement, ce qui est indiqué aussi, c'est que pour être retenu comme étant fournisseur sur ces nouveaux programmes, il faudra être niveau bronze, probablement mini, en termes d'aéro-excellence. Alors pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui sur la 320-21 Neo à des cadences 60, 65 et on espère aller vers 75 qui était la cadence annoncée avant pour 2025. On sera plutôt sur 2026-27. Et sur le SMR, on va rapidement switcher sur des cadences 100 par mois. Et quand on voit les galères qu'il y a pour monter en cadence progressivement depuis 2020 pour aller de 55 à 75, en fait, on se rend compte qu'il faut avoir des process extrêmement robustes, d'où Aero Excellence. Donc là, ça nécessitera d'avoir une bonne maturité en termes de gestion d'intégration de prévision, gestion de la demande, gestion des capacités. Une certaine agilité dans l'adaptation, dans les variations de besoins. Et donc, du coup, comme on va avoir un enjeu de montée en cadence extrêmement élevé très tôt, quand ils vont faire un switch entre l'A320 Neo et le SMR, donc seuls les fournisseurs qui auront ce niveau minimum de maturité pourront être des acteurs retenus comme fournisseurs du prochain programme SMR. Voilà, c'est clairement annoncé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on travaille donc à la fois dans le cadre du comité d'orientation de l'aviation civile sur ces programmes avec des briques technologiques, parce qu'il y aura probablement plus de composites aussi. Et on aura, et si je prends l'exemple du composite, aujourd'hui on est capable de faire de l'A350 en composite sur des cadences 4, 5, 6, mais on n'est pas à quelques dizaines. Donc faire technologiquement des petites cadences et faire du cadence 100 par mois, c'est une autre affaire. Ça nécessite bien entendu de la capacité industrielle, beaucoup plus d'automatisation, beaucoup plus de digitalisation. Et c'est la raison pour laquelle il y aura la nécessité que tous les fournisseurs utilisent des outils de digitalisation, d'intégration de la demande, des prévisions, gestion des capacités, avec ce niveau d'aéro-excellence minimum qui sera requis. Voilà. Donc c'est une démarche à la fois pour résoudre des problèmes court terme, mais c'est également réfléchi pour répondre aux attentes et enjeux moyen-long terme, donc des futurs programmes Airbus.
mais ce n'est pas utile que pour Airbus. Les mêmes problèmes, on les retrouve chez ATR, je l'ai évoqué, on les retrouve chez Dassault. On les retrouve aujourd'hui chez MBDA, parce que MBDA a des taux de croissance dans certains programmes qui sont à 50, 60, 70%, voire 200%, compte tenu d'un contexte géopolitique que vous imaginez bien, et ça nécessite de la capacité disponible. Donc là, c'est à la fois de l'aptitude à gérer de la demande, de la prévision, des capacités et de l'agilité, donc qui s'appuie beaucoup plus sur des démarches de type Lean pour pouvoir switcher, adapter des lignes de production. Donc voilà notre contexte, voilà nos actions. C'est une ambition extrêmement forte, alors qui en plus, au-delà de s'appliquer à toute la supply chain française, on a travaillé avec nos partenaires allemands, donc l'équivalent du GIFAS qui s'appelle le BDLI, en Angleterre qui s'appelle ADS. Donc nous avons travaillé en amont depuis quasiment une petite année pour les amener à utiliser le même référentiel. Et à notre grand plaisir et un peu surprise même, il y a vraiment une mayonnaise qui est montée très rapidement parce qu'on avait fait une étude avec le BDLI sur l'ensemble de la supply chain européenne et ce fonctionnement en mode pompier, donc un peu de désorganisation, est assez généralisé dans toute la supply chain européenne. Donc ils ont mordu à l'hameçon et on a signé des accords pour que la même démarche aéroexcellence soit déployée en Allemagne et en Angleterre. On va signer à la fin du mois, le 26 novembre, un accord pour mettre en place une organisation aéroexcellence internationale qui va avoir à sa tête un membre de mon équipe du GIFAS et des représentants de tous les acteurs équipementiers donneurs d'ordre européens, donc allemands, français en Allemagne, enfin pour suivre le déploiement en Allemagne et même chose en Angleterre. Voilà. Donc c'est une démarche qui, au-delà d'initiative GIFAS, a dépassé les frontières maintenant et qui se déploie sur toute la filière européenne. Donc je pense que si on fait la même conférence dans 10 ans, le terme aéroexcellence sera certainement mieux connu avec des outils. Alors je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure précisément, mais Boost Aerospace Boost Aero a développé une plateforme de gestion de données pour assurer la confidentialité et le partage des données dès que le fournisseur le veut, ce qui permet d'avoir un accès à tout le mapping des 400-500 entreprises fournisseurs qui sont fournisseurs donc de la supply chain aéronautique. Voilà, je pense que ça donne une bonne vision assez détaillée, Christian Corny n'étant pas là. Donc, alors en son nom, j'aurais pu le féliciter parce que c'est le premier à avoir été validé niveau bronze en aéroexcellence. Donc, il était très en amont, donc impliqué. Et comme effectivement, ils ont un enjeu de maîtrise et de cascading des informations, de la demande, des plans d'appro vers la gestion de ces CAPA avec des lignes dédiées par programme. Donc, ils ont été très moteurs pour s'impliquer très tôt. Merci pour ce scoop sur l'européanisation de cette certification. Juste une petite question en passant, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'indicateur on-time delivery qui avait baissé. Est-ce que là, par exemple, là, on parlait de la Grande-Bretagne, le Brexit, ça a joué sur les difficultés dans la supply chain globale de l'aéronautique, ou bien c'est passé comme une lettre à la poste? Non, alors je ne dirais pas que c'est passé comme une lettre à la poste. Ça n'a pas eu d'impact sur l'OTD consolidé qu'on a au niveau du GIFAS. Alors effectivement, on a mis en place, j'étais ancien CEO d'un grand groupe, donc je suis toujours fan d'indicateurs. Donc on a consolidé les indicateurs alors, sur la supply chain aéro-civile, sur la supply chain globale aéro française. Ce qui nous permet de voir les contributions des plus petits avionneurs. Donc il y a une contribution d'Airbus Hélico, d'Airbus Atlantique, d'Aer, d'Assaut pour la partie Rafale, pour la partie Falcon, etc., etc. Donc c'est assez fin et on l'actualise tous les mois et on le reporte au GIFAS. Donc je reviens sur votre question. En fait, on est dans une filière quand même où ne pas anticiper, c'est presque criminel. Hein. Mon motto, c'était ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Je crois que c'est Vinci qui disait ça, il me semble. C'est Léonard de Vinci qui disait ça. Et ça s'applique. Moi, je l'appliquais en continu dans mon entreprise, qu'avant d'être au GIFAS, je dirigeais une entreprise dans les composants.
Et donc, tout le monde avait anticipé. Alors, ça voulait dire du stock, ça veut dire des tracasseries administratives pour compenser effectivement des deltas de transit aux frontières. Donc, ça n'a pas eu d'impact parce que tout le monde avait largement anticipé. Puis en plus, on a eu quand même quelques reports. Donc, ceux qui n'avaient pas eu le temps d'anticiper, quand même, ils n'avaient pas fait beaucoup d'efforts. Donc, non, ça n'a pas eu d'impact. Par contre, c'est un coût. Le post-mortem, je ne l'ai pas refait depuis parce qu'on n'a pas eu d'aléa. Donc, fort heureusement, on n'a pas eu à souffrir de cela. Ok. Je vais passer la parole à François. Donc, François Durieux, vous qui voyez un certain nombre de projets. Alors, je pense que le problème capacitaire, on l'entend depuis des années. Même quand on a parlé, Thierry a parlé de Space. C'est vrai que Space, ça s'est créé il y a presque plus de 10 ans, non? Et pour cet enjeu aussi de ramp-up, donc là aujourd'hui on parle de manquant aussi. Qu'est-ce qui a changé et quels sont les grands chantiers que vous pouvez voir chez vos clients dans l'aéronautique aujourd'hui? D'abord, bonjour à toutes et à tous. François Durieux, Argon & Co. Je suis le partenaire en charge de la partie aéronautique, défense et spatiale. Alors, en complément de ce que vous avez dit, je pense qu'il y a peut-être deux éléments en plus à préciser. Le Covid a été vraiment très perturbant pour la supply chain de l'aéronautique. Donc, c'est une supply chain où on voit à 10 ans, mais où les temps de traversée pour faire un produit, ça va entre 3 et 5 ans, si on part de la plus petit élément jusqu'au l'élément fini. Et non seulement le Covid a été très perturbant pour la partie capacitaire industrielle, mais il y a eu un deuxième phénomène qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, les gens ont moins travaillé et un certain nombre de fonctions dites support ont été mis à l'arrêt, dont des gens de la supply chain. Et il y a eu une grande perte de connaissances, ou en tout cas une partie de fuite, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, des gens qui sont partis faire autre chose. Et donc, à la sortie du Covid et au redémarrage, on a eu une difficulté extraordinaire, c'est-à-dire que les avionneurs voulaient remonter le plus vite possible en cadence, mais il nous manquait des capacités industrielles et il nous manquait aussi les horlogers ou les maîtres du temps que sont censés être la supply chain sur la partie planification. Et donc à ce titre-là, c'est ce que je disais déjà ce matin, mais on s'est remis à voir des projets qui avaient, je pense, déjà été maîtrisés peut-être lors du premier ramp-up des années 2010, tout autour des sujets de planification. Donc on voit beaucoup de projets autour du SNOP ou du PIC en français qui reviennent et qui sont des sujets qui redeviennent d'actualité, parce que ça remonte très fort au niveau des comités de direction de tous les grands groupes. Vous avez raison. Et à la limite, pour aller dans l'autre sens, en fait, je ne voulais pas rentrer dans ce point, mais on s'est rendu compte qu'on avait mis en place une démarche avec Space, justement, de grappe pour faire monter en maturité, mais c'était sur la base du volontariat. Et on n'était pas dans une approche systémique. Et là, en l'occurrence, quand on veut avoir des process robustes, ancrés, ne pas être dépendant des ressources clés qui sont parties, vous avez raison, pour certaines, eh bien, les process qui étaient a priori robustes se sont avérés non robustes et un certain nombre d'entreprises, effectivement, ne pratiquaient plus le revue mensuel de PIC, PDP, etc., n'avaient plus l'anticipation lissage de production et se sont retrouvés complètement coincés. Donc, c'est la raison pour laquelle la différence par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est que là, on a voulu vraiment avoir une approche systémique, c'est-à-dire que 100% des acteurs seront évalués avec un niveau de performance et c'est la raison pour laquelle ne seront des fournisseurs du futur que ceux qui seront avec un niveau de maturité minimum. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit et je partage 100% ce que vous dites. Je pense que ça sera beaucoup plus systémique. Là, le deuxième élément qu'on voit, et je pense beaucoup, c'est peut-être une vertu du Covid, de la Covid, pardon, c'est l'émergence d'un certain nombre de projets autour de comment on arrive à cartographier les risques de ma supply chain. Donc, ça peut être de niveau 2, 3, jusqu'à des niveaux 5. Alors 7, ça c'est plutôt dans la défense, mais peut-être 5, on va dire, dans l'aéronautique civile. Pour se dire qu'est-ce qui se passe si une frontière ferme, si d'un coup une zone est fermée,
la géopolitique arrivant, il y a un certain nombre de pays qui vont fermer des composants ou les ouvrir. Et donc, c'est des projets qui sont en train de naître et avec des besoins complexes de cartographier, parce que la cartographie, elle est fondamentalement très complexe, parce qu'il faut être intrusif chez ses fournisseurs. Mais là Donc, aussi, ça peut être une approche collective, non, dans cette problématique-là? Non? Oui, ça peut l'être. Alors, un bon exemple, c'est le risque Taïwan. ouais. Donc, on anime par thématique de risque un certain nombre de groupes de travaux au GIFAS. Donc, comme moi, j'étais ancien patron d'une boîte de composants, donc j'anime ce groupe. Et effectivement, on se doit de se poser la question, de mettre en place des safety stocks. Alors, on était en plus dans un contexte, il y a 2 ans, qui est un contexte de forte tension à cause d'autres filières qui surconsommaient du semi-conducteur. La situation s'est apaisée maintenant, donc néanmoins, tout le monde reste en mode crise et il y a une approche collective pour appréhender la gestion de ce risque, soit par des actions spécifiques vers les réseaux distributeurs, soit vers les fabricants. Mais oui, la réponse est spécifique et globale. Alors, elle est transverse, mais avec une gestion au cas par cas. Oui, exactement. Je pense qu'elle est encore aujourd'hui beaucoup par thématique. Donc la crise Taïwan, ça en était une. Il y a pu en avoir une plus avant avec le Chrome 6, qui était plutôt pour des raisons... Le Chrome 6, ouais, le Titane. le Titane, Donc là, exactement. je ne m'exprimerai pas plus sur le sujet, mais on a nous-mêmes engagé, orchestré des groupes de travaux sur à la fois le risque d'approvisionnement de titane de Russie, et avec l'État, on a appréhendé aussi l'ensemble des solutions alternatives. Ce sont des situations effectivement qui nécessitent l'implication de tout le monde parce qu'il y a des problèmes de qualification. On a les problèmes similaires sur les PFAS aussi. Effectivement, il y a un risque PFAS où si on ne prenait pas un certain nombre de précautions et d'anticipation pour substituer, on n'aurait plus de câbles pour l'aéronautique, on n'aurait plus de connecteurs, on n'aurait plus de sièges, même avec les process actuels. Voilà. Donc on a pas mal de crises à suivre qu'on est en train d'anticiper, effectivement, pour que ce ne soit pas des crises. Et du coup, ce qu'on observe, c'est en tout cas, les Tier 1 et les Tier 2 commencent à s'organiser autour de ça, avec des gens dont c'est le métier de piloter ça. Donc, c'est partagé soit à la supply chain, soit aux achats. Donc, c'est les 2 options de ce qu'on observe. Et c'est, à mon avis, en tout cas, un mouvement assez fort qui arrive dans le secteur et qui est très important qu'il soit réussi. Et peut-être la 3e tendance, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur Air Supply, Air Supply étant le portail qui permet aux clients fournisseurs de l'aéronautique d'échanger de l'information, où on se rend compte qu'il y a une montée, en tout cas en couverture. Je pense qu'il y a quelques années, on couvrait peut-être à 30 à 50% des flux. Là, je pense qu'on est plus proche de 70%. J'aurais ça à peu près en tête. Et donc c'est important pour commencer, moi ce que je voudrais mettre en avant, qui est la première brique de la continuité numérique. Je pense qu'il y a un énorme effort à poursuivre, qui est initié mais qui est à poursuivre dans la filière, de comment on se passe l'information et la data de manière plus structurée et surtout de manière outillée et transverse. Notamment sur les prévisions, j'imagine que c'est le sujet numéro 1. Surtout sur les prévisions, donc effectivement, et c'est là où ça pêche encore dans la filière aéronautique. Alors même si on a un taux de couverture, effectivement, digitalisation qui est assez large, en fait, quand on regarde les données, le taux de couverture est surtout très élevé entre les donneurs d'ordre et les rangs 1, voire les rangs 2 quelquefois, mais on a un niveau de cascading avec des outils simples qui est insuffisant. Donc l'enjeu, il est là. Raison pour laquelle il y a des outils plus simples comme AirConnect qui sont des connecteurs qui sont capables d'être compatibles avec plusieurs ERP, de faire du multi-ERP pour cascader le plus loin possible dans la supply chain. Parce que quand on est au niveau du rang 2, on a un taux de cascading avec des outils digitaux qui est quand même assez faible. Donc notre enjeu, il est là. Et plus on digitalise, plus aussi on pousse à utiliser. Alors, Mecachrome est un bon exemple. Christian Corny aurait pu en parler. Il y a un magnifique site à Sablé où il a une ligne complètement automatisée, numérisée, avec l'intégration de l'ensemble des données qualité qui accompagnent la pièce sur des aubes de réacteurs jusqu'à la livraison. Et donc, vous avez votre dossier de traçabilité numérisé, sans intervention humaine supplémentaire d'enregistrement, etc. Donc, et ça, c'est effectivement ce qui permettra d'avoir un maximum d'agilité.
l'idéal, si on va jusqu'au bout de l'analyse des prévisions, serait qu'on puisse monitorer la capacité de l'ensemble de la supply chain à faire face à des variations de besoins. Voilà. Donc, d'où la grande plateforme donc Boost Aerospace. On a des réflexions sur d'autres outils, d'autres plateformes un peu plus sophistiquées, de façon à pouvoir tout monitorer de façon un peu plus transverse et centralisée. Bon, là maintenant, ça pose la difficulté de l'accord de tout le monde et de l'IP, etc. Donc, on n'en est pas encore là. Je dirais qu'on verra dans quelques dizaines d'années peut-être. Et alors, en complément, moi j'aime beaucoup votre question parce qu'elle est un peu provocante. Quelque part, on sait que les cadences avions, c'est 65. Demain, en 2026 ou 27, je ne sais jamais 75. Donc, la demande, elle est connue. C'est quand même pas beaucoup de secteurs qui peuvent se prévaloir de ça. Après, il faut quand même donner peut-être un peu de profond, enfin, de relief sur la complexité de la filière. Il faut imaginer que les produits que vous fabriquez aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes qui seront demain parce qu'une puce a changé, elle a été déréférencée, donc il faut faire des upgrades. Les avions, les exigences techniques évoluent, donc la même pièce n'est pas vraiment la même pièce dans le temps. Donc déjà, la demande, elle est variable par rapport à ça. Et puis la deuxième difficulté, c'est que comme les supply chains sont très longues, si un acteur de la chaîne est défaillant au milieu, ce que voient les gens en amont de lui, souvent c'est pas exactement la demande du client. En tout cas, c'est une demande déformée. Et c'est un sujet vraiment important et un sujet à traiter. Donc ça, je pense qu'autour de ça, en tout cas nous chez Argon, c'est ce on a une innovation autour de ça, qui est comment on peut piloter la supply chain en se disant qu'est-ce que je dois faire pour répondre aux clients et toujours aussi au même moment qu'est-ce que je sais faire par rapport à ce qu'ils me demandent pour être capable de l'éclairer. Voilà les plans que je mets pour y arriver et voilà ce que je sais faire. Les deux, avec les deux signaux en parallèle. Et c'est quelque chose, en tout cas, que nous on pense qu'il y a une innovation qui devrait continuer à percoler dans la filière. Alors ça, c'est une innovation qui s'appelle No Chain Planning, si j'ai bien suivi, et qui sera présentée d'ailleurs par Argon & Co. ici même demain à 14h, dans le cadre des conférences inspirationnelles. Si je peux faire un peu de retape pour la conférence de demain, je le fais volontiers. Venez nombreux. Il nous reste vraiment quelques minutes. Moi, j'avais quand même une question. Après ce stade de certification, d'évaluation de l'excellence opérationnelle et d'autres choses, cybersécurité, etc., conformité réglementaire, c'est quoi le stade d'après? Parce qu'une fois qu'on a constaté que lui, il est apte, lui, il est moins apte, il y a une phase où on va essayer de remonter ceux qui ne sont pas aptes et très vite. Est-ce que là, les cabinets de conseil vont mettre la main à la pâte? Comment vous voyez ça? Avant de passer la main au cabinet de conseil, oui, effectivement, la première ou les premières évaluations, c'est avant tout un moyen pour établir une feuille de route. Bon. Donc, alors pour le plus simple, si je prends la partie Air-Cyber, donc là, on le fait maintenant depuis 2 ans. Donc, la feuille de route, elle est établie pour un certain nombre de sociétés. Ça nécessite à la fois un certain nombre d'investissements et d'attention dans l'organisation, mais quelquefois des investissements hardware aussi. Donc, on est amené à travailler pour accélérer cette feuille de route, par exemple avec Bercy, avec la DGE, il y a un dispositif qu'on a pu pousser qui s'appelle Cyber PME. Donc pour les entreprises de plus petite taille, donc il y a une fois que le diagnostic est fait, alors soit le diagnostic Air Cyber de la filière aéro, soit le diagnostic BPI, eh bien vous avez la possibilité d'avoir une contribution financière en subvention. Donc pour investir et accélérer vos investissements nécessaires à la feuille de route pour monter en maturité. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir le développer. Et là, on propose, nous, un certain nombre de cabinets qu'on a labellisés pour la partie cyber, pour monter en maturité. D'ailleurs, comme moi j'ai toujours le souci de l'exemplarité, donc le GIFAS, on est rentré dans la démarche, donc on est bronze aussi. On a utilisé donc nos ressources et des cabinets externes. Donc on propose, donc avec Boost Aerospace, des cabinets. Pour la partie aéro-excellence, c'est la même chose. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez établi votre feuille de route, de vous faire accompagner par Space. Donc, par contre, là, cette fois-ci, ce n'est pas le GIFAS qui finance. Ou d'autres cabinets, parce qu'il y a plein de cabinets en excellence opérationnelle. Donc là, du coup, on se met en situation
de faire labelliser un certain nombre de cabinets qui ont la maîtrise à la fois des objectifs, des enjeux et des outils proposés par Aéro-Excellence. En fait, c'est un operating system. Hein, donc, moi, j'avais dans mon entreprise développé un operating system avec Porsche Consulting. Donc là, c'est un peu le haut de gamme, un petit peu cher quand même. Bon, mais là, on est dans une démarche très similaire. Voilà. Donc, la réponse est oui. Et donc, tous les cabinets qui font de l'excellence opérationnelle seront les bienvenus pour être reconnus, identifiés, pour pouvoir être des partenaires dans l'accompagnement. Et en complément aussi de ce que vous dites, bien sûr que les cabinets de conseil sont ravis d'accompagner les gens dans la montée en maturité. Je pense qu'il y a un deuxième effet vraiment bénéfique de l'approche. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans la filière, il y a beaucoup de rôles qu'on appelle des SPM, des Supplier Performance Managers. Donc ce sont des gens qui travaillent par exemple pour Airbus, qui vont descendre dans les supply chains en amont d'eux pour les aider à monter en maturité. Et je pense que le fait que cette approche soit normalisée, et donc avec les niveaux bronze, silver, gold, et avec des objets où tout le monde va parler le même vocabulaire, ça va aussi permettre, j'ai envie de dire, de passer avec des gens qui viennent parfois avec un rôle de je pousse ma pièce au plus vite, avec une approche plus je vais aussi aider mes fournisseurs à se développer. Et ça va être porté en intrinsèque aussi par la filière, bien sûr, avec certains, sans doute parfois des cabinets de conseil, mais pas toujours. Et ça, je pense, c'est extrêmement bénéfique pour la filière. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un concept que l'on pousse, puisque les évaluateurs peuvent être issus des entreprises. Donc, on pousse à ce que les experts logistiques, supply chain ou excellence opérationnelle des entreprises deviennent évaluateurs et ça les met en lumière auprès de l'ensemble de leurs pairs dans la supply chain et ça leur permet d'être ceux qui vont exécuter la mise en œuvre de la feuille de route aussi, hein, avec ou pas l'aide d'un cabinet, sachant qu'on travaille aussi pas mal avec les régions. Les régions sont assez fans, parce qu'il n'y a plus d'argent au niveau de l'État, donc les régions sont assez fans de pouvoir accompagner sur de la montée en performance de PME dans les territoires. Donc on travaille au cas par cas avec chacune des régions pour soutenir des PME, donc avec le sponsoring des donneurs d'ordre, de façon à pouvoir faciliter leur montée en maturité. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci Thierry, merci François pour ce survol de la supply chain aéronautique. Puis j'espère que vous reviendrez peut-être pas d'ici 10 ans pour parler un petit peu des résultats d'Aéro-Excellence. Cette fois-ci, on invitera Christian Corny et puis surtout, oui. Il s'assurera qu'il sera là. Il sera hors d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.